Les anglo-saxons le martèlent depuis longtemps, investir dans la santé des travailleurs, disposer de personnes en bonne santé, limiter les défaillances, c'est forcément un gain de productivité. Alors pardon d'être un peu direct, mais vous trouverez beaucoup de littérature scientifique qui corrobore ce que j'avance. Question de mentalité peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune raison de ne pas envisager la santé, la sécurité sous cet angle aussi, car si on y prend garde, la négligence peut coûter cher. Alors j'ouvre la 4e séquence thématique intitulée « Sécurité au travail, un enjeu économique de premier plan ». Et le sujet va être traité avec les maps de 2 conférenciers. Et tout d'abord, Thierry, il y en a 2. Ils viennent tous... Ah bah d'accord, donc c'est Thierry Polratsky et Vincent Guizot qui viennent directement. Ce n'était pas prévu, du coup on s'installe là. Faites comme vous voulez, on les applaudit. Thierry Polratsky, bonjour, ravi de vous accueillir déjà. Est-ce que tout va bien ? Tout va très bien, merci. Alors vous êtes, cher monsieur, le directeur administratif financier du groupe Axia Intérim, principalement implanté en Grand Est au Luxembourg. Un siège est ici en Moselle, et malgré un très fort développement de vos implantations un peu partout en France ces 2 dernières années. Alors, même si ça pourrait paraître normal, vous développez une approche très humaine et de proximité avec vos clients et leurs salariés, avec vos propres équipes aussi, bien sûr. Vos principaux clients sont des sociétés du secteur industriel, du secteur du BTP. Vous intervenez dans beaucoup d'autres secteurs aussi, comme la logistique, le nucléaire, l'automobile, j'en passe, vous le direz sans doute. Autant dire qu'avec ce que je viens d'évoquer, vous êtes assurément à la bonne place à cet instant pour nous expliquer en quoi l'enjeu de la santé et de la sécurité est aussi un enjeu économique pour l'entreprise. Je crois que vous le vérifiez tous les matins. Je vous présente tout de suite ou je le fais tout à l'heure ? On va peut-être... Vous pouvez y aller, puisqu'on va s'enchasser l'un dans l'autre. C'est parfait. Donc Vincent Guizot, maître Vincent Guizot, vous êtes associé de maître Yokoum qu'on a entendu tout à l'heure, avocat au barreau de Metz. Beaucoup de sujets aujourd'hui en relation avec toutes les spécialités que vous couvrez en matière de droit, qu'il s'agisse de mobilité, de travaux de chantier et tant d'autres. Les activités professionnelles peuvent, au-delà de leur dimension purement humaine, être aussi impactées sur le plan de l'organisation, plus globalement sur le plan économique et financier en cas de mauvaise appréhension des risques. Je crois qu'on l'a tous compris. Alors votre expérience d'avocat va nous être évidemment très utile pour décrypter le processus. On pourrait aussi parler de cercle vertueux. Je préfère peut-être cette notion-là qui permet d'établir un lien étroit entre maîtrise de la sécurité au travail et maîtrise sur le plan économique. Voilà, j'ai introduit vos 2 parties et je vous laisse faire. À 2 voix. Merci, messieurs. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, à l'instar de... J'ai un rôle également qui est un rôle qui avec M. Polratsky ici présent, qui va détonner peut-être un petit peu par rapport au discours général. Mon associé tout à l'heure a fait le père Fouettard sur le plan du risque pénal, et nous allons faire... mais rassurez-vous, il y aura une lumière au bout de cette intervention. Merci. Une petite présentation du risque économique. Pourquoi cette présentation ? Parce que quand on parle d'action de prévention, bien évidemment, le réflexe est celui de dire « ça coûte cher ». Et donc, l'idée est de faire une présentation extrêmement rationnelle et pragmatique en mettant de côté tous les facteurs humains, émotifs, et d'être vraiment dans le dur de l'économie pour faire la démonstration de ce que l'action de prévention, en réalité, est toujours moins onéreuse que le risque. Voilà. Effectivement, nous allons faire des mathématiques et du droit ce matin. Alors, en déclinant les différents risques, d'abord les enjeux économiques directs. Vous avez le tableau, vous retrouverez ça dans les tables du colloque qui seront publiées. Simplement, l'enjeu économique direct, celui auquel on pense immédiatement, c'est la question, d'une part, du remplacement du salarié. M. Polratsky, vous êtes dans le travail temporaire, donc vous pouvez aussi témoigner de ce que ça peut coûter à l'employeur, du remplacement du salarié qui est en absence pour rater ou pour maladie professionnelle, mais également, à ce coût s'ajoute le coût du maintien de la rémunération
du salarié. Dans l'intégralité des hypothèses, ce maintien, même si la prise en charge par la CPAM est importante, ce maintien a un coût pour l'employeur. Ce que vous avez là, c'est uniquement les règles légales, le minimum, sachant qu'on peut aller plus loin au vu de la convention, des conventions collectives. Donc le coût économique direct, un salarié qui est absent, c'est un salarié qu'il faut remplacer. Et pour autant, on continue à prendre en charge au moins une partie de la rémunération du salarié qui est absent. Voilà pour le coût direct. Ça, c'est ce qu'on voit immédiatement. Mais vous avez une ribambelle d'autres... Voilà, où la prévoyance d'entreprise peut également prendre le relais. Et vous savez, ensuite, donc, il y aura une répercussion sur la tarification prochaine de cette assurance. Indirectement. Alors, indirectement, vous avez encore d'autres coûts. Alors, je passe très vite là-dessus, mais... un arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, c'est un arrêt qui est décompté comme du temps de travail effectif pour les congés payés. C'est un arrêt qui est décompté comme temps de travail effectif pour le calcul des primes, des intéressements pour lesquels l'assiduité est prise en compte. C'est aussi un arrêt qui est considéré comme du temps de travail effectif pour l'ancienneté. Donc là, on est sur de la prise en charge indirecte, mais il faut aussi intégrer ça dans l'équation économique. Donc, sur les enjeux économiques donc indirects, nous allons voir en fait quelle est la mécanique de calcul et quel est l'impact sur l'entreprise. Comment cela s'applique-t-il? Alors, on va aller assez vite. Vous allez voir, ce sont des techniques qui sont relativement complexes. L'important, c'est de vous les expliquer dans les grandes lignes pour bien comprendre, mesurer l'impact et donc faire le lien ensuite avec toutes les actions et tout le retour sur investissement des actions de prévention que nous menons au quotidien. J'ai commencé par ce premier tableau. Ça se détermine, vous le savez peut-être déjà, selon l'effectif de l'entreprise. Alors, Maître Guizot va y revenir prochainement. Ensuite, le taux, l'entreprise est informée de son taux d'accident du travail chaque année. Il va varier selon sa profession, selon sa classe de risque, et c'est donné par une formule, le taux individuel, donc qui est le taux vraiment qui est applicable aux grandes sociétés, qui est issu de ce qu'on appelle un taux brut. Vous voyez, donc il est donné par une formule complexe, et cette formule complexe est directement liée à la sinistralité de l'entreprise. Et ensuite, donc, se rajoutent des éléments comme l'accident de trajet, les charges dites générales, la solidarité, la pénibilité au travail. Donc, schématiquement, pour résumer la façon dont le taux de cotisation est calculé, dès lors qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient dans une entreprise qui a au moins 10 salariés, 7 accidents du travail ou 7 maladies professionnelles va avoir une incidence sur le taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle, à l'instar de ce qu'indiquait M. Mick tout à l'heure, sur ce qui se passe dans le public pour les collectivités qui font la démarche de s'assurer. Plus l'entreprise est importante en taille, plus on va vers un taux qui est strictement individuel et qui dépend exclusivement de la sinistralité de l'entreprise. Le taux qui est appliqué pour les entreprises de moins de 10 salariés, c'est un taux qui est collectif, qui est déterminé au niveau local par secteur d'activité, mais qui est aussi finalement, pour lequel il y a aussi une incidence pour la sinistralité, simplement elle est beaucoup plus fine. Un mot peut-être d'actualité sur ce point. Le taux collectif qui est appliqué pour les entreprises qui sont entre
10 et 20 salariés en France de l'intérieur et pour les entreprises qui sont entre 10 et 50 salariés en Alsace-Moselle, c'est un taux qui est susceptible de subir, à compter de 2023, ce n'est pas encore entré en vigueur, mais qui est susceptible de subir une majoration à raison d'une sinistralité qui est importante. Ça, c'est un point à garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines entreprises, c'est pour ça que je disais qu'à partir de 10 salariés, il y a une incidence, des entreprises qui aujourd'hui seraient en taux collectif et qui se diraient finalement je me moque de ma sinistralité, doivent savoir qu'à compter de l'année prochaine, il y aura une majoration en cas de sinistralité au titre d'accidents qui ont lieu. Alors, comment est calculé le coût d'un accident du travail ou d'une incapacité professionnelle? Alors, fut une période révolue où les coûts étaient calculés à peu près au réel, mais vous imaginez, c'est extrêmement compliqué d'additionner tous les coûts divers d'hospitalisation, de consultation, etc., etc. Donc, nous avons aujourd'hui la référence, c'est ce qu'on appelle le tableau des coûts moyens. Donc, ce tableau des coûts moyens, vous le voyez affiché ici, il est déterminé donc, selon les catégories professionnelles, je ne m'y attarde pas, selon la durée de l'arrêt de travail, avec, vous voyez ici, 6 catégories d'accidents du travail. Alors, j'attire votre attention sur un point. Observez, pour chaque ligne, ici, la transition entre l'arrêt supérieur à 150 jours, inférieur à 150 jours, et lorsqu'il dépasse ne serait-ce que d'un jour. Donc, l'impact économique est très important. Je vous le montrerai tout à l'heure en exemple chiffré. Il en va de même pour les incapacités permanentes. Là également, moins de 10%, ce qui arrive quand même extrêmement fréquemment. Vous passez à 12%, par exemple. Vous voyez l'impact. Bon, ici, on se retrouve dans des catégories d'accidents extrêmement graves. Voilà, on souhaite que ça n'arrive jamais, mais elles sont toutes tarifiées. À titre d'exemple, une coiffe des rotateurs, c'est entre 15 et 20%, entre 12 et 20%. Vous voyez tout de suite, et c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, vous voyez tout de suite le coût de l'incapacité seulement permanente, parce qu'en fait les deux, l'arrêt de travail, le coût de l'arrêt de travail plus le coût de l'incapacité permanente s'ajoutent. Alors c'est pas des sommes qui sont directement, qu'on comprenne bien, remises à la charge de l'employeur, mais en fait c'est représentatif de ce qu'on va aller récupérer comme somme sur l'employeur par le biais des hausses de cotisation. C'est ça. On peut le résumer comme ça. Tout à fait ça. C'est donc cette hausse la signification des cotisations, et elle figure chaque année sur ce qu'on appelle le compte triennal, dont vous êtes destinataire en général au mois de janvier, qui est disponible sur ce qu'on appelle le net entreprise. Donc, j'en ai pris ici un exemple. Donc, vous voyez, la sinistralité est calculée, ça y est, c'est pas le bon, sur 3 ans. Ici, donc, 3 années. Elle est rapportée à la masse salariale également des 3 ans. Et on va retrouver, voilà, 2 sinistres ici, en IT4, 5, au total 5 sur 3 ans. Ça fait un total donc une addition. Et ensuite, le taux est déterminé par cette formule mathématique, encore une fois. Donc tout à l'heure, nos M1, M2, M3, M4 ont été remplacés par des Y, des Z, des Z'. Bon, voilà. On aime bien la complexité. Et le taux est calculé ici, c'est un exemple de taux mixte, donc qui est un taux à mi-chemin entre le taux individuel et le taux collectif. Ça dépend en fait de l'effectif, comme l'expliquait Vincent Guizot. Donc ce document, les entreprises le savent, c'est extrêmement important. Si un désaccord subsiste, ou si un doute subsiste, le délai de 2 mois pour le contester. Donc, il va vous donner donc, votre taux, le taux qui s'applique à la masse salariale, 2,73 ici. Alors, comment est-on arrivé à ce calcul? Voilà, je vous le montre simplement, un petit exemple. Ici, dans cette catégorie, ça vaut 7 359 € par arrêt entre 91 et 150 jours. Et l'entreprise, on a eu 3 sur la période, donc 3 fois 7 359 égale 22 000 €.
Si l'entreprise avait été incluse de ces 3 accidents du travail en catégorie numéro 6, donc au-delà de 150 jours d'arrêt, parce que les accidents étaient plus graves que prévu, les mesures de prévention, de sécurité n'étaient pas forcément les bonnes. Donc le coût aurait été de 27 667 € x 3, donc 83 000 € au lieu de 22 000. Donc dans ce cas-là, on recalcule quel est le taux d'accident du travail applicable à la masse salariale. Il serait devenu 3,38 au lieu de 2,73. Ça fait 0,65 points de masse salariale supplémentaire. Ici, en l'occurrence, dans cet exemple, c'est environ 53 000 € par an de cotisation supplémentaire, sachant qu'on est sur un calcul triennal. Donc l'impact va durer. Et éventuellement, on va être complété par d'autres accidents qui pourraient intervenir. Alors, il y a des règles compliquées de calcul, je vous en dispense, notamment la règle de l'écrêtement à la hausse et à la baisse. Ici, en fait, il se trouve qu'elle ne pourrait pas s'appliquer. Et donc, on constate assez souvent dans les entreprises qui sont accidentogènes que très rapidement, un taux d'accident du travail peut passer à 6%, 7%, 8%. Donc 8% de la masse salariale, c'est simple, l'entreprise n'est quasiment plus compétitive. Voilà, d'où effectivement la mise en œuvre des mesures de prévention, de suivi régulier de ces comptes. Voilà, on va y revenir rapidement. Alors, au-delà de la question des cotisations, il y a un sujet qui a été ébauché tout à l'heure par Xavier Yocum, c'est la question de la faute inexcusable et donc là, ça s'ajoute à la question de la hausse des cotisations, c'est la question de la faute inexcusable. À première vue, la faute inexcusable est indolore puisque c'est la CPAM formellement qui est condamnée à indemniser le salarié qui souffre de cet accident du travail. Mais bien évidemment, la CPAM ne le fait pas pour les beaux yeux de l'employeur et en réalité va récupérer les sommes sur l'employeur. Pour les préjudices annexes qui, somme toute, ne représentent pas des sommes forcément conséquentes, c'est au marc le franc, au regard de ce que serait une indemnisation de droit commun. En revanche, pour ce qui concerne la rente, on va capitaliser la rente et on va en demander le versement. C'est-à-dire que si un salarié a une IPP de 50%, avec la faute inexcusable, elle est doublée. On va calculer, si vous avez un salarié qui a 25 ans, on va calculer combien coûte cette rente sur la durée d'emploi jusqu'à la retraite putative de ce salarié et on va en demander le montant à l'employeur à verser en une seule fois. Ça fait des sommes qui sont absolument considérables. En plus de l'augmentation des taux de cotisation et en plus du fait qu'il a dû maintenir le salaire de ce salarié pendant sa période d'incapacité temporaire. Voilà pour... Voilà, ici dans ce domaine-là également, il existe des possibilités d'être couverts par les assurances, notamment par la responsabilité civile professionnelle. Mais les assureurs ne sont pas des philanthropes non plus. Donc, plus tard, sur les prochaines cotisations, l'entreprise finira par supporter l'impact économique de ce coût. Alors, il existe, je vais être très bref, on ne va pas rentrer dans la technique, il existe, vous le savez peut-être également, il y a des possibilités d'atténuer l'impact financier. Ça commence par les lettres de réserve en cas d'accident. Alors bien sûr, on ne conteste pas l'incontestable, mais comme je reprends l'exemple tout à l'heure de M. Muller, l'entorse à la cheville du lundi matin, qui a peut-être été causée sur le terrain de football du dimanche après-midi. Donc lorsque l'employeur a un doute, il peut émettre ses doutes. La CPAM en tient compte ou n'en tient pas compte, mais elle doit ouvrir une instruction. C'est très important, il n'y a pas de prise en charge du coup automatique ou de reconnaissance automatique du caractère professionnel. Lorsque le désaccord persiste avec la CPAM, il est possible de le contester devant la commission de recours amiable, comme il est possible de demander l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle. Le compte spécial, c'est lorsqu'un salarié arrive dans votre entreprise et que peu de temps après,
il déclare une maladie professionnelle qui a été contractée peut-être tout au long de sa carrière ou durant ses expériences auprès d'autres employeurs. Dans ce cas-là, ce n'est pas au dernier de supporter l'intégralité des coûts, et le compte spécial est là pour éventuellement pour servir à amortir ça. C'est une démarche très importante. Tout à l'heure, je vous montrais le compte triennal. Il faut savoir qu'il n'est pas toujours juste. Il faut vraiment bien l'observer. Très souvent, ça commence par l'effectif qui est survalué par je ne sais quel souci au niveau des CARSAT. Et ensuite, l'origine de chaque montant indiqué sur ce compte doit être scrupuleusement vérifiée au travers de votre compte employeur. La durée des AT, c'est à surveiller. Vous avez vu la barrière. À un jour près, ça triple, ça quadruple les coûts. Donc, il faut suivre ces salariés qui sont en arrêt. Alors, il y a déjà, bien sûr, l'aspect social du suivi, mais on peut proposer des postes adaptés, replacés éventuellement dans un autre environnement de travail pour éviter le franchissement de ces seuils. Et dernier étage de la fusée, lorsqu'une IPP a été déclarée et qu'elle est supérieure à 10%, ou vraiment extrêmement proche de cette barrière de 10%, il y a parfois un intérêt à au moins tenter ou d'expertiser le principe d'une contestation. Alors c'est un domaine d'une complexité formidable, donc qui est à la limite du droit et de la médecine. Et donc c'est une véritable affaire de spécialistes. Et je repasse le micro. Je vous remercie. Aux spécialistes. Tout à fait, oui, effectivement. Et globalement, la gestion au jour le jour du compte triennal, c'est quelque chose qui est coûteux en temps, coûteux en ressources humaines à un certain stade, quelque chose d'extrêmement complexe. Ce qui amène en réalité à la question de savoir si, c'est là la lumière au bout du tunnel que j'évoquais tout à l'heure, ce qui amène en fait à la question de savoir si l'équation économique préventive, elle n'est pas meilleure que l'équation économique curative. Premier élément à cet égard, il est possible, s'agissant des cotisations, en faisant une démarche auprès des CARSAT, en principe, en démontrant avoir fait un effort de prévention, d'obtenir des ristournes sur les cotisations, ce qui permet en quelque sorte d'anticiper le retour à une situation normalisée avec un effort de prévention. Mais plus généralement, vous pouvez passer à la suivante. Plus généralement, la question se pose, et c'est ça la véritable lumière au bout de l'intervention, la question se pose de l'équation économique, c'est-à-dire, de manière pragmatique, quand j'investis 1 euro dans une action de prévention, combien ça me rapporte ou ça me fait économiser ? C'est un boulot cette évaluation, c'est un boulot qui est absolument titanesque, mais qui a été réalisé en réalité par 3 études dont vous avez les références et qui permettent de calculer un indice qu'on appelle le ROP, c'est le Retour on Prevention, c'est-à-dire le retour sur la prévention. C'est comme sur le retour sur investissement, mais là c'est le retour sur la prévention, l'investissement en prévention. Et globalement, ce qu'on voit dans les différentes études, c'est que quand vous investissez 1 euro dans la prévention, vous en économisez à terme en moyenne 2 euros. Voilà, très succinctement. Et le retour sur investissement, et j'insiste là-dessus, le retour sur investissement est d'autant plus puissant et d'autant plus rapide qu'on met en œuvre des mesures dans des petites unités, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que c'est dans les grandes entreprises que ce genre de mesures sont efficaces et ont un rapport de prévention. Au contraire, plus on est dans des petites unités et plus on fait des petits projets, plus il y a un rapport puissant de retour sur investissement et rapide de retour sur investissement. C'était le message que je voulais porter sur le strict plan économique. Retour sur investissement, retour sur prévention d'environ 2 euros. 1 euro investi, 2 euros rapportés à terme. Là, je parle pour le fonds Merci. Si vous avez 2 euros de retour sur investissement, alors qu'une partie du projet est financé par le fonds, évidemment, là, on est sur un retour sur investissement qui est
d'autant plus puissant et qui mérite que le risque d'investir dans la prévention, à mon sens, soit pris. Thierry Polratsky, Maître Guizot, merci beaucoup pour cette analyse très fine. On l'a bien vu, le président Grunewald l'évoquait en ouverture, tout le monde y gagne finalement sur tous les plans dès qu'on investit en matière de santé et de sécurité et quand elles sont préservées grâce à la prévention. Vous l'avez démontré.